Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission à l'origine. Nous sommes aujourd'hui au cœur du musée d'art de Yad Vashem à Jérusalem. Yad Vashem se charge de conserver l'identité, la mémoire, mais aussi les œuvres de celles et ceux qui ont été engloutis par la Shoah. Beaucoup d'entre eux étaient des artistes pleins de talent, de vie et promis à un avenir épanoui. Malheureusement, leur destin s'est arrêté en plein envol. Charlotte Salomon en faisait partie. Elle périra à Auschwitz le 10 octobre 1943. Elle était enceinte de 5 mois et avait 26 ans. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eliade Morey-Rosenberg, conservatrice et directrice du musée d'art de Yad Vashem. Bonjour Eliade Morey-Rosenberg. Bonjour. Merci de nous recevoir. Charlotte Salomon est née à Berlin en 1917. En 1939, sa famille réussit à quitter l'Allemagne pour se réfugier en France. Pouvez-vous raconter dans quel milieu grandit-elle? Sa mère était une célèbre cantatrice. Oui, alors je vais replacer Charlotte dans son univers à Berlin. Donc elle naît en 1917 dans un milieu bourgeois typique de l'intelligentsia juive. Son père est un chirurgien, professeur à l'université. Il a fait des recherches remarquables, notamment au niveau du cancer du sein. Sa mère appartient à la bourgeoisie juive allemande. Alors, on ne va peut-être pas entrer à ce moment-là dans son histoire personnelle, mais sa mère biologique meurt alors qu'elle a 8 ans. Et par la suite, son père se remarie avec Paula Lindbergh, de son vrai nom Lévy, mais elle a changé son patronyme pour faire carrière. C'est ce qu'on lui avait recommandé à l'époque pour éviter l'antisémitisme latent en Allemagne. Et donc, Paula Lévy, donc Lindbergh, devient une célèbre cantatrice d'opéra et donc initie Charlotte à l'univers de la musique. Et elle-même a énormément de relations. Donc, ils tiennent dans leur maison une espèce de salon. Et Charlotte Salomon, étant petite, on raconte par exemple comme anecdote qu'elle rencontrait Albert Einstein au marché, que ses lacets étaient défaits et qu'elle s'amusait à lui refaire ses lacets. Bon, c'est un petit peu dans cet univers-là qu'elle grandit. Les suicides ont été nombreux dans sa famille. Dans l'un de ses tableaux, d'ailleurs, elle peint celui de sa mère. J'ai vraiment le sentiment, quand je regarde tous les tableaux de Charlotte Salomon, d'abord, il y a beaucoup de portraits, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de vie. Est-ce que c'est pour réparer, à votre avis? Est-ce que c'est pour, tout d'un coup, pas prendre ce côté noir, je dirais, de son enfance, de sa mère, et pour essayer d'avoir, entre guillemets, une âme positive, un destin positif? Oui, absolument. Je vais essayer peut-être de replacer cela dans le contexte. En fait, à l'âge de 8 ans, lorsque sa mère se suicide, on ne raconte pas, on ne dit pas la vérité à Charlotte Salomon. Et donc, on lui dit qu'elle est morte de la grippe. Et donc, Charlotte Salomon, elle grandit avec un secret, elle grandit dans les non-dits. Ce n'est seulement quand elle arrive en France, qu'elle vit à Villefranche-sur-Mer, donc réfugiée avec ses grands-parents, lorsque sa grand-mère essaye elle-même de se suicider parce qu'elle entend que les Allemands approchent et vont envahir la France, ce n'est qu'à ce moment-là que son grand-père, avec qui elle est réfugiée, donc à Villefranche-sur-Mer, son grand-père lui révèle le terrible secret familial en lui disant, comme ça, mais de façon très abrupte, que sa mère n'était pas morte de la grippe comme on le lui avait raconté, mais qu'elle s'était suicidée, et qu'en fait, il y a toute une chaîne de suicides dans la famille, et que Charlotte est la dernière personne vivante de cette branche de l'arbre généalogique. Et donc, là, elle se retrouve
face à la mort, face à la menace nazie, puisque les nazis vont envahir la France, et elle se dit « qu'est-ce que je fais ?» Et c'est ce qu'elle exprime dans son œuvre « Vie ou théâtre ». Elle dit « j'avais la possibilité soit de mettre fin à ma vie comme le reste des personnes de ma famille, soit d'entreprendre quelque chose d'extraordinaire. » Et c'est ainsi qu'est née Vie ou théâtre. Vie ou théâtre, c'est le titre de son œuvre monumentale qui regroupe 769 peintures et des pages de texte. Donc on parle de façon générale de quelques 1300 pages donc, peintes et écrites où elle livre son histoire, sa vie. Et ce qu'on retrouve dans Vie ou théâtre, c'est son désir de vivre, son choix d'embrasser la vie. Les œuvres qui sont exposées tout autour de nous correspondent à quelle période de sa vie et que racontent-elles? Alors, les œuvres autour de nous ont été réalisées à Villefranche-sur-Mer entre 1939 et 1942. Finalement, ce sont les coulisses de son œuvre monumentale Vie ou théâtre. Et ces œuvres que vous voyez autour de nous, ce sont les environs de Villefranche-sur-Mer. C'est la villa, l'Ermitage, c'est ainsi que la villa s'appelait, la villa où elle est réfugiée avec ses grands-parents, chez une millionnaire américaine au grand cœur qui avait accueilli des réfugiés dans sa maison. Et donc ce qu'on voit, c'est d'abord un goût retrouvé pour la vie, parce qu'il faut comprendre que lorsque Charlotte arrive à Villefranche-sur-Mer en 1939, elle a été auparavant persécutée en Allemagne en tant que juive. Elle n'a pas le droit de se déplacer normalement. Il y a des bancs sur lesquels elle n'a pas le droit de s'asseoir en tant que juive. Elle a subi pendant 4 ans les persécutions que les juifs ont connues en Allemagne. Et c'est ainsi qu'on décide d'envoyer Charlotte se réfugier chez ses grands-parents qui avaient quitté déjà pour la Côte d'Azur, et c'est ainsi qu'elle va les rejoindre. À 23 ans, donc, en 1940, elle commence cette œuvre, qui est une œuvre autobiographique. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette œuvre, Vie ou théâtre? Alors, Vie ou théâtre, en fait, nous raconte en fait, je dois commencer en disant que Vie ou théâtre est tellement riche et tellement complexe qu'on ne peut pas réduire Vie ou théâtre seulement à la trame autobiographique. Mais elle est très présente. Donc, elle raconte son histoire. Et de toute façon, chaque artiste, absolument, sa première œuvre est autobiographique à 95% des fois, et on se sert de sa propre histoire pour donner sa vision du monde. Ah, absolument. Donc, non, mais ce que je voudrais dire, j'ai souvent l'impression, lorsqu'on parle de Charlotte Salomon, que son œuvre est tellement riche que finalement, en essayant de la définir, on la réduit un petit peu. Tellement riche en si peu de temps. Ah voilà, en si peu de temps, elle est concentrée. Elle est riche en un temps, en un temps miracle. C'est improbable, c'est comme Egon Schiele ou c'est comme des peintres comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un tel, à mon avis, besoin de créer, il y a un tel besoin de dessiner, de colorer la vie autrement que comme elle est, que comme elle l'aperçoit, que comme elle l'anticipe, que quelque part, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est-à-dire que... Absolument, c'est un désir d'embrasser la vie et de combattre, en fait, les pulsions de mort qui existent autour d'elle. Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à l'arrivée du nazisme et donc une urgence de ne pas avoir le temps de finir? Ou est-ce que, selon vous, c'est un besoin de colorier la vie comme un instinct de survie qui la submerge? Eh bien, c'est les deux. C'est sûr que c'est les deux, puisque
elle sait que la menace nazie est là et qu'elle plane, et que c'est vrai que la Côte d'Azur, pendant ces années-là, est une espèce de refuge, mais il est très temporaire. Et donc, elle sait qu'à tout moment, ça peut changer. Donc, il y a la menace nazie, évidemment, et il y a aussi ce besoin personnel de s'exprimer et de lutter face à la mort. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans son œuvre, par exemple, c'est là, en fait, si vous voulez, quand elle se retrouve face à l'abîme, qu'elle trouve la force de créer pour se libérer. Aujourd'hui, on peut dire que le destin de Charlotte Salomon a été mis en lumière, en France en tout cas, beaucoup grâce au livre de David Fuenquinos, qui a été un best-seller et qui le mérite. Est-ce que, selon vous, pour les générations à venir et pour nous aujourd'hui, l'art, la culture, permet de réparer, permet de transmettre de façon plus accessible, permet tout d'un coup de trouver quelque part une approche qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus douce pour se servir de tous ces destins et nous donner envie de comprendre et d'apprendre ce qui s'est passé pour tous ces gens qui ont vécu cette période de la Shoah? Absolument. L'art est fondamental, je pense, pour transmettre le flambeau de la mémoire, parce que l'art nous touche tous et a cette dimension universelle. Et il y a tous ces messages qui sont tout simplement des messages d'humanité. Mais l'œuvre qu'elle a laissée est tellement riche qu'elle peut encourager, je pense, des personnes du monde entier à vivre tout simplement, à faire le choix de la vie comme elle l'a fait. Et c'est pour ça qu'elle trouve écho dans le cœur et l'âme de tant de personnes dans le monde, au-delà de son histoire. Il y a une portée qui est si forte, et c'est son art, et c'est tout ce qu'elle a exprimé dans son œuvre. C'est vraiment ça. Pour moi, toutes les œuvres que vous voyez dans le musée d'art de Yad Vashem sont un message d'abord de courage. Pour créer pendant la Shoah, il fallait faire preuve d'énormément de courage. Et peut-être le premier courage, c'était celui de ne pas sombrer dans le désespoir ambiant, de ne pas céder à la façon dont les nazis et les collaborateurs les ont traités, c'est-à-dire d'être réduits à des moins que rien, traités comme des bestiaux. Et donc il y a dans ces actes de création, il y a une résistance spirituelle face au projet d'anéantissement nazi. Alors, non seulement donc par l'action, et aussi par le fait de laisser une trace pour la postérité. Et ça, je pense que c'est une leçon absolument incroyable et qui peut nous inspirer tous. Merci. Merci Eliade Morey-Rosenberg d'avoir partagé avec nous l'histoire de cette jeune fille qui célébrait la vie, qui vivait l'amour des siens, l'amour des autres, et dont le destin a été brisé par la barbarie nazie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Prenez soin de vous. À très bientôt.